Ce soir, nous allons évoquer ensemble un sujet dont les données sont bousculées par le dérèglement climatique. Bien sûr, on constate un déplacement général des espèces vers le nord. Et on peut lire un peu partout sur les réseaux, dans les journaux, dans les livres, des conseils pour choisir des plantes adaptées à la sécheresse et aux terrains arides. Cactées et succulentes sont-elles la solution? Ça semble un peu trop simple. Nous allons en parler ce soir avec Marie-Laure Rolline, qui est pépiniériste et présidente du comité de filière Horti-Pépi, et Marc-André Sellos, microbiologiste, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et président de la fondation Biogé. On va rentrer dans le vif du sujet. Marie-Laure, est-ce que tu peux nous dire, nous faire une petite présentation du niveau de conscience et des demandes des publics, autant professionnels que particuliers? Alors, bonsoir à tous, tout d'abord. Alors, c'est vrai que c'est un vrai sujet, ce sujet de quels végétaux on doit choisir. Et en fait, le regard est différent et les stratégies sont différentes selon les types de personnes. Moi, je le vois en pépinière depuis déjà un certain nombre d'années, alors même qu'on ne sentait pas forcément de manière si tangible ces sujets de sécheresse et de réchauffement climatique. Les palettes végétales ont progressivement évolué parce que, bien comme il y a moins de gel, tout simplement, on a vu voir apparaître de plus en plus autour de nous des végétaux qui étaient plutôt originaires de zones plus méditerranéennes, et les gens prenaient cette habitude de les voir et de les planter. Donc, quand dans les jardins, c'était plutôt une esthétique qui était choisie, moins un sujet de réchauffement climatique, mais somme toute, ces palettes végétales du Sud sont remontées. À l'inverse, plutôt dans l'univers des collectivités, dans les espaces aussi plutôt industriels ou privés, mais professionnels, là, on a senti assez rapidement voir évoluer les pratiques, et pour des raisons qui étaient parfois le manque d'eau, mais aussi et très souvent le sujet de la simplicité et la méconnaissance. Souvent, on a des situations où on a des personnes qui sont peu compétentes et qui n'ont pas de formation forcément en paysage ou en agronomie, et qui vont être des personnes qui vont plutôt être en charge de l'entretien d'un site, par exemple, ou de l'entretien d'une commune, et qui vont autant nettoyer la commune que de s'occuper des végétaux. Et là, le sujet se pose dans ces communes où l'été, on a ces restrictions d'eau qui font qu'on ne peut plus arroser, mais pas forcément la connaissance qui permet de pouvoir choisir les palettes végétales adaptées, mais qui ne soient pas ces extrêmes qu'on peut croiser aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus des petites communes ou des espaces verts d'entreprise où on voit apparaître des cactées, des succulentes avec une toile hors sol, des cailloux, pour vraiment redonner cet esprit esthétique du désert. Enfin, esthétique, je ne sais pas si c'est très esthétique, mais ça, c'est une opinion. Mais en tout cas, voilà, c'est tout simplement un raccourci qui est lié, là, le cas échéant, à une méconnaissance et du coup qui conduit vers cet extrême. Voilà, il fait sec. Qu'est-ce qui pousse là où il fait sec? Des cactus, donc je plante des cactus. Bon, normalement, c'est ça. Donc, on a vraiment cette différence. Chez le particulier, c'est vrai qu'on a moins, chez le jardinier, il y a somme toute moins cette tendance-là extrême, même si c'est quelque chose qui a tendance à avancer, à s'accélérer ces dernières années, parce que voilà, le réchauffement climatique s'accélère. Alors quand même, tu me disais tout à l'heure en préparant que les particuliers, ils sont encore sur des coups de cœur, mais ce qu'ils veulent, c'est des plantes faciles. Voilà, en fait, donc j'ai l'occasion d'aller en fait des plantes, de rencontrer plein de jardiniers et de les conseiller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sujet vraiment de la sécheresse à proprement parler, c'est pas encore un enjeu majeur chez les particuliers, qui aussi parfois sont équipés, par exemple, certains récupérateurs d'eau, ou se sont posés un petit peu de questions dans ce sens-là. Et on reste quand même aujourd'hui sur des sujets d'esthétique et de coup de cœur esthétique, ou moi sur les plantes grimpantes de fonctionnalité. Je veux me cacher, je veux faire de l'ombre. Mais cette question vraiment de est-ce qu'elle est très très résistante au stress hydrique et au manque d'eau, c'est des questions que j'ai globalement aujourd'hui très peu, ou tout au moins beaucoup moins que la question de comment est-ce qu'elle pousse, ou est-ce que l'entretien est simple. Très bien. Donc, maintenant, ça va être à vous, Marc-André, de nous parler de
du rôle du végétal à l'intérieur des cycles naturels et de savoir si, oui ou non, on a raison d'anticiper. Alors, une plante, c'est un évaporateur d'eau, c'est-à-dire que par ses racines, et notamment les champignons qui sont connectés aux racines, la plante, elle pompe l'eau du sol, et cette eau, en fait, monte par les vaisseaux dans la tige ou dans le tronc, et elle arrive dans les feuilles où de toutes petites ouvertures permettent la sortie de cette eau. Et les feuilles, en fait, sont... Bon, bien sûr, elles réceptionnent l'énergie solaire pour la photosynthèse, mais elles reçoivent aussi cette énergie solaire, elles consomment l'énergie de la lumière pour vaporiser de l'eau. Cette eau qui se vaporise est remplacée par de l'eau qui remonte le long de la tige, et c'est ça qui crée le flux de sève. C'est-à-dire que le végétal utilise la lumière, l'énergie solaire pour deux choses, la photosynthèse, mais aussi, et ça c'est trop méconnu, l'évaporation d'eau. Et donc, il y a un flux perpétuel. Le végétal, il est un petit peu avec ses feuilles comme un linge qu'on met à sécher sur un sèche-linge, ça fait de la fraîcheur, parce que l'énergie, la chaleur venue du soleil, elle est consommée pour évaporer de l'eau et du coup, ça rafraîchit. C'est une des raisons pour lesquelles les arbres en ville sont une façon de lutter contre les îlots de chaleur. Évidemment, pour ça, il faut qu'il y ait de l'eau dans le sol. Et chaque plante a son flux d'eau optimal et une tolérance pour un peu plus, un peu moins d'eau. Et les plantes ne sont pas toutes adaptées aux mêmes disponibilités d'eau. La disponibilité minimale, c'est les cactus ou des choses comme ça. Il y a des plantes qui sont beaucoup plus exigeantes en eau, comme les hêtres, par exemple, dont on me dit qu'en 2100, en gros, si le changement climatique continue comme il est parti, et même d'ailleurs les prévisions sont un peu moins négatives que ce qui se passe réellement, mais avec des prévisions pas très 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 négatives, on arrive à une distribution du hêtre dans le nord-est de la France. Donc en fait, c'est vrai qu'à un moment, quand il y a moins d'eau en été, ou moins d'eau sur l'année, parce qu'il y a ces deux choses, hein. En France, il ne pleut pas vraiment moins d'eau, en moyenne, avec le changement climatique. Simplement, le climat se méditerranéise et donc il pleut moins en été et plus au printemps et en hiver. Bon, cette année est particulière, je pense qu'il faut l'oublier, mais en tendance, c'est ça, le climat méditerranéen remonte. Et donc, il y a autant d'eau, mais en été, là, on ne peut pas évaporer autant. Et donc, certaines plantes finissent par le plus être adaptées à ça. Alors, c'est important de voir que la plante, elle est à la fois le produit du cycle de l'eau, mais elle en est aussi le sculpteur. Je veux dire par là que beaucoup de plantes émettent dans l'air des substances qui aident à la formation des gouttes de pluie. Ça, c'est important parce que ça permet que l'air se ressuie, pleuve localement. C'est un des rôles des forêts, notamment. Hein. Les forêts attirent la pluie, elles accrochent les nuages, comme on disait autrefois. Cela dit, elles ne peuvent pas accrocher des nuages qui n'existent pas. Ce n'est pas parce que ça provoque la pluie que ça invente de l'eau là où il n'y en a pas. Donc, ça a une marge d'augmentation des précipitations, mais ça ne lutte pas contre l'absence d'eau, évidemment. L'autre chose, c'est que les végétaux façonnent et ça c'est assez méconnu, en tout cas c'est pas intuitif parce que ça se voit pas. Elles façonnent le cycle d'eau d'une autre façon, c'est que comme l'essentiel de l'eau qui pleut va s'évaporer, il faut savoir que dans le désert, quand il pleut, bon d'accord il pleut pas souvent, mais en gros 80% de l'eau ruisselle avant de s'être évaporée, et 20% de l'eau s'évapore. C'est chiffre grossier, 1 pour 4. Chez nous, c'est l'inverse. Chez nous, 60 à 80% de l'eau repart par évaporation. Et quand ça arrive dans l'air, qu'est-ce qui se passe ? Ça repleut plus loin. Le long des grands flux d'air, notamment d'ouest, en est, en Europe, mais dans le bassin amazonien, alors je le fais pour vous, si je ne me trompe pas, du nord-est au sud-ouest, j'espère que je l'ai bien fait, pour vous, dans le bassin amazonien, il y a aussi des courants d'air, des vents dominants qui vont dans ce sens-là, et le long de ces courants d'air dominants, vous avez de l'eau qui s'évapore, qui retombe, qui s'évapore, qui retombe. Vous avez des rivières atmosphériques. Et ces rivières sont créées par les végétaux. Et sans végétaux, il ne pleuvrait pas au milieu des continents. Tout pleuvrait sur la façade littorale et puis ça partirait par ruissellement dans l'eau. Donc, ils sont aussi des sculpteurs du cycle de l'eau. Maintenant, comme on l'a dit, ils ne peuvent pas inventer de l'eau là où il n'y en a pas. Alors, il est clair que la baisse de disponibilité de l'eau, au moins en été, sinon peut-être à terme aussi la baisse sur l'année au total, mais ce n'est pas encore le cas. En moyenne, hein, parce qu'à Carcassonne, ça fait quand même 2 ans qu'il pleut 200 mm dans l'année. Je rappelle qu'il n'y a pas de forêt, hein.
en dessous de 600 mm. Parce que 600 mm, c'est le minimum de ce qu'évapore une forêt sur un an. 30 tonnes d'eau à l'hectare. Faites le calcul, ça fait 600 mm d'eau évaporée. Donc à Carcassonne, là, il y a aussi un problème sur l'année. Mais en moyenne, en France, on a un problème l'été. Et donc, il faut adapter notre végétation. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas que dans les jardins, c'est dans les forêts aussi. Simplement, il y a deux choses qu'il va falloir garder, deux impératifs, puis on pourra développer après. Il va falloir garder à l'esprit. Le premier, c'est de prendre des choses sublocales. Alors évidemment, elles ne peuvent pas être locales. Si je vais chercher des trucs qui sont adaptés au climat qui fera demain à l'endroit où je les plante, c'est clair qu'ils n'y poussent pas maintenant. Mais il ne faut pas aller trop loin. Parce que si vous allez trop loin, vous introduisez des exotiques. Les exotiques ne sont pas forcément adaptés au sol, pas forcément adaptés à vos maladies. En plus, elles vont éventuellement réussir. Et puis quand leurs maladies vont éventuellement arriver, rappelez-vous, alors vous n'étiez pas né, mais en 1845, le milieu de la patate, moi je n'étais pas né non plus, hein. Mais quand le milieu de la pomme de terre est revenu en Europe, ça a été une catastrophe parce que les patates européennes, évidemment, les pommes de terre européennes étaient plus résistantes à ce parasite auquel elles avaient échappé. Donc, quand on introduit des plantes de trop loin, on risque, 1, qu'elles ne soient pas vraiment adaptées au site, 2, que leur parasite arrive un peu plus tard et fasse un carnage, et puis 3, on risque qu'elles deviennent invasives. Ça, c'est un petit peu ennuyeux, c'est ce qui arrivait avec la renouille du Japon, par exemple, ou le Phytolacca decandra, le raisin d'Amérique, qui sont des plantes qu'on introduit pour des raisons de jardinage, voire d'agriculture, et qui se sont échappées maintenant, là où elles décident de pousser, on ne peut plus les extirper, on ne peut surtout pas planter autre chose, et par compétition, elles éliminent ou rendent plus rares des plantes de chez nous. Donc, les plantes lointaines, on ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher au plus près les climats qui conviennent, et on va faire une migration assistée à courte distance, la plus courte possible. Là, les espèces vont arriver avec leurs pathogènes parce qu'ils vont les suivre. Là, il n'y a pas d'invasion possible, puisque sinon elles seraient déjà invasives, vu qu'elles habitent à côté. Et donc, il faut vraiment penser local ou sublocal, puisqu'on ne pourra pas être là. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'en pensant justement à évaporer, en pensant justement à l'eau des autres, il faut penser des plantes qui sont bien adaptées au régime hydrique qu'il va y avoir et qui vont vraiment évaporer ça. Et donc, il n'est pas encore temps de planter des cactus, sauf peut-être à Carcassonne si ça dure, mais il faut pencher vers des espèces qui vont quand même maximiser l'eau, ne fût-ce que parce qu'on ne veut pas que cette eau reparte complètement par ruissellement. On veut la restituer au maximum à l'atmosphère. On n'échappera pas à une tendance à la méditerranisation de la végétation, puisqu'on a un climat qui est méditerranéen qui remonte. Mais au moins, on peut adapter. Je pense qu'on peut compléter aussi par cette approche de l'usage de l'eau. Aujourd'hui, l'eau, encore trop souvent, elle n'a qu'un usage. Voilà, on va l'utiliser, elle va finir dans une station d'épuration et très rapidement dans la rivière et retourner à la mer. Et l'un des enjeux aussi de ces problématiques d'eau, on vient d'en parler, c'est pas une question de quantité à l'instant T, c'est une question de temporalité de l'eau. De l'eau, il y en a, mais pas toujours au bon moment, ou en trop ou en pas assez. Eh bien, de réfléchir à son usage, c'est aussi permettre de réfléchir à la manière dont, au fil du temps, on peut préserver par l'apport d'eau à d'autres moments de l'année des végétaux qui vont avoir du mal à gérer des excès ponctuellement et faire des transitions douces vers autre chose. Et puis après, ce sujet de réutiliser l'eau. Ça paraît tellement incroyable aujourd'hui de se dire que l'eau de notre piscine, quand on est ici, eh bien, c'est une eau qui va directement peut-être retourner à la Seine, alors même que cette eau-là, elle pourrait déjà rester sur place, être utilisée pour permettre de maintenir une végétation et limiter le stress. Et puis, bien, dans un second temps, repartir à un moment donné pour les excès dans le cycle normal. Mais en tout cas, essayer de conserver cette eau, de la réutiliser deux fois le plus possible pour limiter cette accélération qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est vrai que, nous, à la maison, on habite à Paris, donc on n'a pas de piscine. Je ne sais pas si on en aurait d'ailleurs si on n'était pas à Paris, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais là, donc, c'est réglé pour la piscine. Et on a un appartement, mais on a des géraniums, on a des plantes à coloniser à un endroit qui est interdit pour la plantation. Puisqu'on a devant nous une étendue de toit, et on arrose ça avec l'eau de rinçage de la salade, par exemple. Pas les eaux très savonneuses, mais l'eau de rinçage même des assiettes,
cette eau-là, on peut très bien l'utiliser effectivement à cette fin. Et c'est des usages en fait qu'on a oubliés tout simplement. C'est très possible que vous ayez vu des personnes, moi ma grand-mère ou ces eaux-là en fait quand l'eau était peu disponible, parce qu'elle a été pendant un temps peu disponible, pas en quantité, mais surtout parce que voilà les réseaux n'étaient pas ceux qui étaient. Eh bien on avait cette frugalité de l'usage de l'eau, de la réutilisation de cet usage de l'eau, et c'est sans doute aussi des habitudes qu'il faut qu'on apprenne à retrouver, qui sont toutes simples, mais qui vont aussi limiter très possiblement l'accélération des phénomènes qu'on connaît. Et c'est pas revenir en arrière, hein, c'est avoir le bénéfice de cette eau qui coule au robinet autant que l'on veut, et les bénéfices du recyclage, c'est le beurre et l'argent du beurre. Hein. C'est pas juste retour chez les Amish, comme dirait l'autre. Ah oui, complètement. On n'a pas envie. Oui, on a reçu ici Julie Trottier, qui est chercheuse au CNRS et qui nous différenciait bien dans l'usage de l'eau, l'usage et la consommation, qui sont deux notions différentes. C'est-à-dire que des usages, l'eau peut en offrir beaucoup avant d'être consommée par une plante, par un être humain. Elle peut servir à arroser une plante, repartir dans le sol, servir à donner à boire aux vers de terre, puis repasser dans une rivière, etc., servir aux poissons, aux plantes, avant de finir dans notre verre ou d'être consommée de manière un peu définitive. En fait, c'est pour rebondir sur ce sujet-là, évidemment que cette eau, elle peut être utilisée de mille et une manières, et je crois qu'on a cumulé en fait depuis quelques années ce caractère exclusivement consommable de l'eau. On le voit même dans la ville aujourd'hui, cette imperméabilisation qui permet justement cet usage de l'eau pour nettoyer, pour l'envoyer directement en une seule fois dans la Seine ou en zone de traitement des eaux, alors même que on désimperméabiliserait, on aurait cet usage de l'eau, cette multi-usage de l'eau avant même d'aller être finalement consommé dans une destination finale. Il y a aussi une chose qu'il faut dire, parce qu'il y a eu un plan eau du gouvernement. Ça encore, c'était une vaste farce, hein, parce que c'était le plan eau, mais sans trop gêner l'agriculture, hein, donc des choses qu'on n'a pas dites. Dans ce plan eau, il y avait un paragraphe sur le sol, mais justement, parce qu'il y a dû y avoir des lecteurs, des visiteurs du soir qui ont lu ça, le paragraphe sur le sol, il y a toute une section sur le sol. Je vous mets au défi de trouver le mot sol une fois de plus que dans le titre. Je vous mets au défi de le retrouver dans le paragraphe en question. Or, l'eau, elle tombe sur le sol et c'est les sols qui retiennent l'eau. Et ça, c'est valable en jardinage, en agriculture, partout où on intervient. Il faut favoriser un sol qui retient l'eau. Évidemment, un sol, il va pas retenir toute l'eau de l'été s'il ne pleut pas, ça c'est sûr. Mais il peut vous permettre d'attendre quelques jours qu'il pleuve. Si vous êtes... alors, je vais donner les deux mamelles, si j'ose dire, de l'eau dans le sol. La première, c'est les trous. Il faut qu'il y ait des trous. Et pas que des gros trous, il faut des gros trous pour que l'eau rentre, mais il faut des petits trous parce que c'est eux qui retiennent par capillarité. C'est-à-dire, c'est cette force qui attire l'eau dans les petits trous et que vous avez quand vous trempez un Kleenex dans du café, le café, il monte dans le Kleenex. Ce qui n'est pas normal. Normalement, ça coule vers le bas. Là, c'est les petits trous qui attirent l'eau. Donc, on veut des petits trous et des gros trous de dessert. Comment faire ça ? Il faut qu'il y ait de la vie. Il faut que le sol soit vivant. Donc, plus on met de pesticides, moins il est vivant, moins il y a de trous. Plus on laboure, plus on tue certains organismes, moins il y a de trous. Sachant que ces trous, c'est non seulement les trous de la vie, c'est-à-dire quand la vie est vivante, les vers, les colamboles, les acariens font des trous en circulant, mais c'est aussi la mort de la vie qui fait des trous. C'est-à-dire que quand une racine meurt, ça fait un trou. Quand un filament de champignon microscopique meurt, ça fait un trou. Donc, c'est à la fois la vie de la vie et la mort de la vie qui font des trous dans le sol. Donc, il faut des sols vivants. Et ça plaide en faveur de méthodes agricoles qui, justement, épargnent la vie des sols. Donc, pas de labour, pas de pesticides. Deuxièmement, la matière organique. La matière organique, elle contribue à la rétention d'eau dans le sol de deux façons. La première, c'est que par elle-même, elle retient l'eau. On évoquait le mouchoir tout à l'heure, l'eau qui monte. Elle ne monte pas que à cause des petits trous qu'il y a dans la maille du mouchoir en papier. Elle monte aussi parce que la cellulose, ça se tient l'eau en soi, la cellulose du mouchoir. Et donc, la matière organique retient l'eau par elle-même, mais aussi, comme elle est un peu collante, elle tient les morceaux de sol entre eux, elle rend les trous cohérents parce que les morceaux qui sont à la voûte du trou sont collés par la matière organique. Donc, il faut de la matière organique. Et pour ça, il faut avoir des apports plutôt d'engrais organiques que minéraux. Il ne faut pas hésiter à avoir des plantes qui poussent à la mauvaise saison sur le sol qu'on n'utilise pas,
et quand elles coupent, pour qu'elles aillent donner de la matière organique au sol, Et ne pas exporter aussi tout ce qu'on a tendance aussi quand on taille, on exporte tout, on emmène ça au compostage. Mais en fait, laissons-les sur place en fait, parce que c'est retour au sol. Et voilà, vous l'avez bien dit, en fait, cette décomposition aussi, c'est l'amendement du sol. Donc, repenser autrement cette manière de travailler son sol et puis ses végétaux sur place. Tout ça, c'est un cycle. 1% de matière organique en plus dans un sol, c'est 10 mm d'eau de pluie retenue. 10 mm d'eau de pluie, quand on a un champ de blé, c'est un jour et demi, 2 jours, ça dépend de la variété, de consommation d'eau. Ça change la donne, complètement. Ça change tout. Donc, quelque part, avant de planter, surtout dans un pays, je le répète, où ce n'est pas la somme, mais la distribution dans l'année des précipitations qui changent, là, il faut s'intéresser au sol. Se pourrait-il que le plan du gouvernement soit fait sans participation d'experts? Je vais vous le dire, hein, tant qu'on fera les trucs sans experts, on ne trouvera pas la bonne solution. Par contre, je peux vous assurer que ça coûtera cher. Ça, c'est sûr. Et alors, est-ce que tout ça est vrai dans les jardins et comment ça se traduit dans les jardins? Cette approche sur les sols, tu veux dire? Oui, sur les sols, sur les plantes qui peuvent retenir l'eau, sur les racines qui l'aident par capillarité à descendre. Alors, aujourd'hui, dans les jardins, c'est ce qui se passe. Voilà, la difficulté qu'on a, c'est la connaissance, en fait. On a, au fil du temps, perdu cette proximité avec la nature, avec la vie. Et du coup, cette compréhension-là, et qui a, voilà, pendant des années, on a exporté nos branches, on a travaillé nos sols, désherbé, fait des terrains bien nus. Ce qui est beau, c'est quand on voit le sol entre les plantes. Oh. Là, c'est une image qu'on a, c'est notre imaginaire. C'est ça. Et c'est des habitudes, en fait, qu'on a pris, des imaginaires qu'on a pris. Et aujourd'hui, c'est toute une éducation à refaire, ou tout au moins à se réapproprier ces pratiques qu'on pouvait avoir, qui avaient vraiment un sens et qui généraient cette vie des sols et ce cycle naturel plus vertueux, mais qu'on ne comprend pas. Et aujourd'hui, on est en train juste de l'expliquer, alors même que c'est quelque chose qui était, quand on avait une culture plus agricole et plus rurale, il y a quelques générations, des choses qui étaient soit une maîtrise, soit au moins une compréhension qu'on n'a plus du tout maintenant. Et tout l'enjeu, et je pense, l'un des enjeux est là, en fait, de comprendre pour pouvoir faire autrement. Et alors, est-ce qu'avec tout ça, on va réussir à retarder quand même les effets du dérèglement climatique? Est-ce qu'on va réussir à remettre un peu d'ordre? Ça paraît bien ambitieux de tout changer. Après, moi, je crois au tout petit pas. C'est-à-dire que si on part du principe que ce n'est pas possible, personne ne le fera. Voilà, c'est très sociologique, mais il faut y croire. Et je pense que chacun, à son niveau, par ses petits pas, si chacun en fait un, je pense qu'on pourra arriver. Et il faut absolument qu'on ait cet espoir de pouvoir arriver à faire quelque chose. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a vraiment en dehors de la palette végétale et du choix des végétaux, on voit bien que c'est un sujet qui est un élément parmi tant d'autres et que ce n'est que quasiment la fin de l'ensemble des choses à penser et à mettre en œuvre. Et c'est travailler, essayer de développer la vie du sol, travailler à une approche plus vertueuse de son usage de l'eau pour faire en sorte qu'elle reste sur place le plus longtemps possible avant de partir. Et puis, ensuite, travailler à des palettes végétales de proximité, mais un petit peu mieux adaptées, ou tout au moins qui le seront mieux demain. Mais ce n'est que la fin d'un process, en fait, avec de nombreuses étapes à conduire, je pense. Alors, est-ce qu'on a quand même une théorie, je dirais, ou une approche théorique qui nous permettrait de savoir quel type de plantes il faudrait retrouver dans un jardin et quelles sont celles dont les racines sont les plus intéressantes, dont les feuillages sont les plus intéressants? Est-ce qu'on a quelque chose d'un peu construit? Je pense qu'il faudrait, et ça reste à faire, justement, ça fait partie des compétences à réacquérir et qui, pour le coup, ne sont pas des compétences du passé, puisque c'est l'adaptation à un lendemain qui est différent. Il serait vraiment important d'avoir des structures de conseil qui soient même de proposer, de décliner par région des listes d'espèces, des listes de suggestions d'espèces qui soient adaptées au climat attendu demain.
Mais il y a quand même 2 remarques à faire. La première, c'est que la discussion qu'on a, elle est à la fois très riche parce qu'elle génère de l'espoir et elle est profondément toxique, parce qu'elle pourrait laisser penser qu'on va s'adapter au changement climatique. Ça, c'est pas vrai si ça continue. Si ça continue, on ne fait que chercher le point où ça calanchera. En fait, nous cherchons la mort. J'étais dans un colloque à l'Assemblée nationale il y a 3 semaines sur la France à plus 4 degrés. Et donc, on m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit que moi, je n'étais pas climatologue, je n'étais pas anthropologue, je n'étais pas économiste, mais que j'ai décrit un endroit qui était verdoyant, qui était plein de forêts, avec des grandes étendues pâturées, avec des gazelles, des lions qui couraient derrière. Cet endroit, il y a même des marigots avec des hippopotames. C'était giboyeux, verdoyant, ainsi qu'au plus beau jour. Et d'ailleurs, les hommes là-dedans se servaient comme ils pouvaient pour manger. Et ils ont peint, ou plutôt gravé, les spectacles de ces hippopotames, de ces éléphants, voilà. Et ça, c'était le Sahara, il y a 10 000 ans. Enfin, il y a 6 degrés. Donc la France à 4 degrés, c'est 2/3 des chemins qui mènent au Sahara. Si on n'arrête pas les conneries, on va trouver le moment où, de toute façon, on n'arrivera plus à s'adapter. Sauf faire remonter des espèces, bon, c'est plutôt des espèces du Sud qui sont adaptées. Faire remonter des espèces du Sud quand on a la Méditerranée et de l'autre côté de la Méditerranée, le Sahara, il y a un moment, on ne va plus pouvoir, ok? Donc, il est temps d'arrêter les conneries. Et tout ce qui laisse supposer qu'on va s'adapter est toxique parce que ça nous retire, à un moment, cette idée que l'impératif absolu, c'est d'arrêter les conneries tout de suite. La machinerie climatique, elle a 10 à 20 ans de retard. Même plus pour ce qui est de l'augmentation du niveau de la mer. Si vous arrêtez maintenant, on en a encore pour ce qui est du niveau de la mer pour 50 ans, et pour ce qui est du climat, on en a encore pour 10 ou 20 ans, avant d'atteindre le climat qui est en équilibre avec la quantité de CO2 qu'on a balancé dans l'atmosphère. Donc là, il faut arrêter, quoi. Et c'est important, parce que je veux bien, moi, continuer cette discussion sur l'adaptation. À un moment, il faut rappeler que c'est juste une rustine, et que le vrai problème, c'est qu'on continue les conneries. On était censé arrêter les émissions de CO2, ça a encore grimpé de 1% l'an dernier. Alors, l'augmentation freine, mais c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ça arrête. C'est pas que l'augmentation s'arrête, c'est qu'on recule. Et ça, c'est pas acquis. Alors maintenant, pour en revenir quand même à ces solutions à court terme, il y a effectivement plusieurs marges de manœuvre. On a compris que le choix des plantes, effectivement, c'était important. Et on voudrait vraiment avoir des structures de conseil qui tiennent compte de ça. Mais en fait, si on regarde les choses objectivement, on est très mal parti pour... regardez par exemple ce qui se passe pour les listes d'espèces qui sont subventionnées pour la replantation en forêt. Ce sont des listes qui sont générées par les forestiers. Bon, en France, la forêt est aux 3/4 privée. Donc par des gens qui veulent que ça pousse. Bon. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ce qui pousse maintenant. Et ce qui pousse très vite. Bilan. Dans les listes qu'ils proposent, il y a des plantes invasives. Le tulipier de Virginie, qu'on n'arrive pas à extirper en Belgique. Le chêne rouge, qui est devenu invasif en Pologne. Ah ben, je te crois que ça pousse. Le problème, c'est qu'une fois que c'est installé, non seulement tu ne peux plus planter autre chose, et en plus, après, les voisins, ils en ont aussi. Bon. On a aussi des plantes qui ne sont pas du tout adaptées au climat de demain. Notamment, on plante des eucalyptus. Ben, désolé, c'est un scandale, parce que, en gros, on est en train de nos impôts, puisque c'est financé, on est en train, dans certaines régions, d'implanter les incendies d'Australie. Il faut savoir qu'au moment où l'Australie brûlait, la flammabilité, c'est-à-dire le degré d'inflammabilité des eucalyptus en France, était plus élevé qu'il ne l'était là où il y avait les incendies en Australie. Donc, à un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Et les langues nous racontent ce que c'est, ces conneries-là. Et ces listes d'espèces régionales subventionnées, elles sont revues par ce qu'on appelle les CSRPN, c'est-à-dire des comités de spécialistes d'écologie et de botanique, qui disent non, pas cette espèce, pas cette espèce. Ah bah oui, mais c'est facultatif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, on publie la liste comme ceux qui veulent que ça pousse le veulent, ce qui fait que demain, ça ne poussera pas, que demain, on sera obligé de payer pour gérer le problème des plantes invasives. Et en fait, vous demandez sur le jardinage qu'est-ce qu'il faut planter, il serait temps d'écouter les gens qui savent qu'est-ce qu'on peut planter. C'est pas moi, hein, mais il y a des écologues des plantes, il y a des botanistes qui peuvent avoir des idées. Et ce serait peut-être bien de se dire, tiens, à l'échelle régionale, ce serait bien d'avoir des gens qui nous produisent des listes, mais des listes construites sur la science. C'est pas que la science doit gouverner le monde, mais c'est qu'à un moment, il y a une expertise. Flûte, quand vous êtes malade, vous n'allez pas voir le boulanger pour savoir ce que vous avez. Bon, bah, quand l'environnement est malade, il faut aller voir les gens qui peuvent soigner l'environnement. Et donc, effectivement, bah, ces listes, enfin, moi, tu me diras ce que tu en penses, elles n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'on marche à l'envers, on marche sur la tête. Je ne sais pas comment on dit, hein, mais c'est à la mode en ce moment. Mais on tourne le dos à la solution, puisqu'on n'écoute pas les gens qui ont quelques avis
fondées sur la solution. On a besoin de ces listes, par contre, je crois. Mais moi, je ne sais pas les trouver. Enfin, Mais elles n'existent pas, pas à ma connaissance. Mais c'est tout l'enjeu aussi aujourd'hui que la forêt est un business aussi. Et on croise on essaie de faire cohabiter des enjeux qui ne peuvent pas aller ensemble. On ne peut pas d'un côté vouloir accompagner, tout au moins répondre à ces problématiques et essayer de faire en sorte de planter des végétaux qui vont être un peu mieux adaptés à ce qu'on va voir venir, et en même temps essayer d'avoir la maximisation de la production de ce qu'on va pouvoir sortir de la forêt pour faire du bois. Donc ça ne peut pas aller ensemble en fait. Je vois pas. Et tout est la problématique de quelque chose qui est privé aussi aujourd'hui, à forte dominance privée. Et pourquoi est-ce qu'il y a des investisseurs qui investissent dans la forêt? C'est bien parce que c'est rentable. Et donc l'enjeu derrière, il est que la maximisation de la rentabilité soit là, quoi. On échappe à la possibilité de régulation. Après, la forêt n'est pas si rentable que ça, c'est quand même pas l'investissement. C'est le plus rentable. Mais c'est clair que c'est la dynamique. Simplement, c'est quand même bête de se dire, il y a des gens qui pourraient vous les donner, ces listes, mais on leur demande tellement pas ces listes que elles n'existent pas. Alors que la compétence existe. C'est pas qu'on ne sait pas. Parce que regardez les climats actuels et l'enveloppe de climat attendu à un endroit donné, le premier débutant peut faire ça, et après, on regarde qu'est-ce qui pousse là-bas, et on se dit, est-ce que par rapport au sol, ça convient? Donc là, c'est pas la compétence qui est limitante, c'est que personne pose la question. Oui, ou que des questions peut-être... Difficile. Oui, c'est ça. Ou que les questions qui sont posées, en fait, sont posées tellement tard que j'avais rencontré des pépiniéristes qui me disaient, en particulier dans le domaine viticole, qu'ils ne produisent pas une suffisamment grande variété d'espèces parce que personne ne leur demande. C'est un vrai sujet. Moi, je le vis également dans mon métier au quotidien. C'est que la palette végétale, qui est celle qui est demandée sur un marché, elle est extrêmement pauvre. Et donc, le fait de travailler une diversité, la question est d'avoir une demande face à cette offre-là. Et aujourd'hui, cette demande, elle n'existe pas parce que les raisons pour lesquelles on va acquérir des végétaux, qu'on soit particulier, professionnel ou autre, on ne considère pas ces sujets. Donc, on ne les demande pas. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Ces listes, elles n'existent pas. Elles pourraient exister. Et je suis tout à fait d'accord qu'il y a... la compétence existe, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais encore faut-il que derrière, elle puisse être... qu'il y ait un modèle économique un minimum pour. Ou alors, on rentre dans un système différent. Mais nous, en tant que producteurs, le cas échéant, c'est une problématique majeure. Moi, je produis des plantes grimpantes. On a 500 variétés de plantes grimpantes. Et je pense que si on écoutait notre marché, on en aurait 20. Et moi, je pars du principe que cette diversité botanique, c'est aussi la base aussi d'une... Il nous faut cette diversité végétale. C'est aussi... On ne peut pas faire de la monoculture. On le voit... je connais moins ce sujet de la forêt, mais on voit bien que cette diversité botanique, elle est importante. Et aujourd'hui, ces problématiques... ces problématiques économiques se confrontent à cet enjeu de diversité qu'on n'arrive pas à maintenir, parce que c'est pas rentable, clairement. Alors, autant c'est excusable de la part de peu de gens qui font un jardin, parce que pas obligé d'avoir une BTS d'horticulture pour avoir un jardin, hein. Autant c'est gênant quand ce défaut affecte aussi les paysagistes, les aménageurs. Parce que là, c'est des professionnels. En fait, ça renvoie au fait que dans leur formation, on s'est dit que le vivant, l'écologie, la botanique, c'était superflu. De toute façon, ça s'acquiert sur le terrain à la dernière minute. C'est pas vrai, c'est une expertise. Et il y a un manque d'expertise dans les professionnels du décor, si j'ose dire, d'une façon générale, du paysage ou du décor urbain, qui est problématique. Parce que là, il pourrait y avoir un savoir-faire. Et donc une demande qui justifierait une diversification et une meilleure adéquation de ce que proposent les pépiniéristes, auxquels on ne peut pas demander de proposer des trucs qui ne se vendent pas, hein, ça c'est clair. Et je pense que c'est quelque chose qui, somme toute, dans le monde du paysage, alors c'est vrai que les choses vont très très vite, donc il faut du temps pour que les choses qu'on s'adapte. Et c'est vrai que le métier de paysagiste, c'était un métier de décorateur. Il n'intégrait pas du tout dans son métier, dans sa mission,
cet enjeu-là. Et voilà, c'est aussi ces renouvellements de formation qui sont en train de se faire, qui intègrent ces enjeux-là et qui vont faire que petit à petit, on va pouvoir voir ces transitions se faire. Mais voilà, le temps n'est pas celui qu'on a besoin, c'est maintenant. Et c'est trop long. Et donc, la formation, le changement de formation initiale qui s'amorce ne suffit pas forcément. Mais comme on vit dans un environnement où on pense que la formation continue, c'est un peu une option, dans un monde qui évolue si vite, que ce soit culturellement, nos habitudes, ou que ce soit maintenant par rapport au climat, comme on ne fait pas beaucoup de formation continue, tu vois, le problème, c'est qu'on risque de se retrouver avec une solution acquise dans 40 ans. Mais qui sera en plus plus d'actualité quand tu seras acquise, parce que ça aura encore changé. Oui. Et comment on pourrait créer un argumentaire déjà pour que tout un chacun comprenne que dans un jardin, il ne faut pas que de la pelouse et des géraniums. Alors, c'est vrai qu'on met derrière son jardin tout un tas de choses et c'est une sensibilisation plus générale à l'urgence, en fait, qui ne pourra faire déclencher que quoi que ce soit. Mais sinon, un jardin, s'il n'y a pas cette prise de conscience de l'urgence, ça me paraît difficile, en fait, de pouvoir faire évoluer des pratiques. Des gens ont envie d'un carré de gazon avec parfois un barbecue dessus et ils y mettent derrière leur jardin le côté convivial et ils n'y mettent pas du tout cet espace, en fait, de biodiversité qu'on doit attendre dans un jardin. Et c'est terrible parce que 80% des espaces végétalisés en ville, c'est des espaces de particuliers, mais ça reste un lieu privé et à moins d'avoir cette urgence climatique, je ne sais pas, ou alors une contrainte, je ne vois pas ce qui est... C'est pas évident, quoi. Parce qu'on y met plein de choses dans cet espace-là. C'est une pièce de la maison. Après, il y a des choses qui doivent pouvoir s'organiser parce que j'observe qu'il y a des plantes qui montent très vite en fréquence d'utilisation. Je pense aux griselinia, par exemple. Les griselinia, alors c'est d'ailleurs assez marrant parce que comment c'est arrivé en France, c'est une plante d'une famille endémique de Nouvelle-Zélande, du bord de mer. Enfin, c'est vraiment pas le truc qu'on s'attendait à voir arriver dans les jardins. Et maintenant, notamment sur la façade atlantique, il y en a vraiment beaucoup, même très loin de la mer d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est monté en puissance en l'espace de quelques années. Quelques temps avant, c'était les Elaeagnus, qui étaient brutalement apparus, puis alors, en 2 secondes, il y en a eu partout. Donc, dans le monde de l'horticulture et du paysage, l'usage de certaines plantes, il y a un certain renouvellement et il y a des modes qui montent vite. Et donc, je pense que c'est un milieu qui est culturellement prêt à changer, à évoluer dans ses pratiques. Maintenant, il faut souffler les bons noms dans les oreilles. Mais fondamentalement, le producteur, c'est pas des métiers très évidents, somme toute, d'être producteur aujourd'hui. Et avant tout, ce sont des métiers où on aime son métier, on est passionné par le vivant et la nature. Après, et c'est de plus en plus vrai parce que c'est de plus en plus difficile. Autant si ça a été moins le cas il y a quelques années, aujourd'hui, je dis pas que c'est une vocation, mais il faut vraiment faut y croire. Hein. Quand vous faites une production et que cette production, elle aura la grêle, le gel, le manque d'eau, et ben la roulette russe pour arriver au bout du cycle, elle est elle est bien réelle. Et donc tout ça pour dire que être producteur, alors évidemment c'est peut-être une généralité, mais je pense que somme toute c'est aimer le vivant et être au service du vivant. Et donc c'est un mouvement global, mais s'il y a un producteur, on lui dit voilà. Ces végétaux-là, ce sont les végétaux qu'une filière s'est engagée à. Parce que c'est pareil, il y a la question de ce risque de production. C'est-à-dire qu'un producteur aujourd'hui, quand on parlait des modes, c'est une plante qui va être introduite et souvent elle va être originale et c'est souvent ce pourquoi elle est appréciée parce qu'elle est originale ou parce qu'elle est particulièrement rustique. Ça peut être aussi ces aspects-là, qu'elle est facile à faire pousser et aussi à faire pousser par le producteur, nous ne l'oublions pas. C'est souvent comme ça aujourd'hui qu'elle a été introduite. Seulement demain, pour que le producteur se mette à produire ces végétaux mieux adaptés, c'est toute une chaîne qu'il faut penser. Parce que si ce sont des végétaux qu'on produit sur un cycle de quelques mois, par exemple, le producteur peut prendre ce risque sur un cycle. Si on commence à avoir des végétaux qui nécessitent un cycle de production de 2 et de 3 ans, le producteur ne peut pas se permettre de prendre un risque majeur de mise en production de végétaux
Donc, il n'a pas la garantie d'en vendre une proportion conséquente pour assurer la vie de son entreprise, tout simplement. Et ça, c'est de vraies problématiques aujourd'hui. Dans le cadre de mes engagements professionnels, où on essaye de travailler à permettre à la filière en général, que ce soit l'amont et l'aval, de porter ce risque pour qu'ensemble, si on arrive à porter ce risque ensemble, on pourra le prendre. Mais si ce risque ne repose que sur une filière de production, il ne peut pas être pris. Alors, est-ce que vous vous adressez, en tant que filière de production, justement aux consommateurs? Parce qu'entre vous et entre toi en particulier et ton consommateur particulier, il y a le système de distribution. Est-ce que, en tant que filière, vous vous adressez directement aux jardiniers pour leur expliquer quel est l'intérêt d'avoir un jardin dont la palette végétale soit un peu plus riche, un peu plus fournie? Alors aujourd'hui, la filière, en fait, elle est très petite aujourd'hui en France de production, et il faut savoir que les exploitations disparaissent 3 fois plus vite en hortipépique qu'en agriculture en général. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'envie qui manquerait de pouvoir communiquer, ce sont tout simplement les moyens. C'est qu'on est trop peu nombreux et qu'on a des entreprises qui la filière n'est pas forcément tellement en capacité de pouvoir communiquer. Alors, parfois dans le cadre d'une interprofession, mais c'est quelque chose qui est finalement pour nous une montagne pour le nombre d'entreprises qui sont actuellement existantes. On n'a pas de moyens pour ça. Mais on est bien d'accord que c'est un tout. Si on n'arrive pas à ce que le jardinier, l'usager du végétal, quel qu'il soit, professionnel, particulier, s'implique dans la démarche pour permettre aux producteurs de prendre un risque que le botaniste aura pu recommander, eh bien, on ne pourra pas y arriver. C'est vraiment un tout. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. D'un côté, de faire évoluer ces palettes. De l'autre côté, de s'engager à les acheter, à les utiliser pour permettre qu'entre deux, les choses puissent se faire et que le producteur puisse prendre un risque qui soit raisonnable, sachant, comme je vous dis aujourd'hui, ce risque-là d'un producteur. Mes parents étaient pépiniéristes, ma pépinière à 40 ans. La vie de mes parents producteurs à l'époque, les risques qu'ils prenaient dans leur métier et les risques que nous, on prend compte tenu des aléas climatiques sont sans commune mesure aujourd'hui. On peut avoir, plus d'eau l'été. Une production de 3 ans, mais il n'y a plus d'eau. Oui, il n'y a plus. Donc voilà, c'est des choses qui aujourd'hui, ça va devenir notre quotidien. Et ces risques sont déjà très importants. C'est ce qui fait aussi qu'il y a de moins en moins de producteurs, très clairement. Parce que qui veut prendre ce risque-là seul? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que peuvent faire les scientifiques pour aider? Bon, des fois, il faut aussi aller vers les gens et diffuser de l'information scientifique. Bon, moi, c'est pas celle que je diffuse le plus, celle sur les choix d'espèces. Mais je pense qu'effectivement, il faut diffuser. Après, on tombe aussi sur le fait que nous, on n'est pas payé pour ça. C'est-à-dire qu'on a beau passer des soirées à l'Académie du climat, c'est pas là-dessus que se calcule l'avancement. Donc, il faudrait peut-être revoir l'avancement des scientifiques et leur intéressement justement à livrer plus d'informations. Il faudrait peut-être revoir aussi la façon dont éventuellement on paye des gens pour être des passeurs de science et revoir la façon de passer la science qu'on a, qui est de raconter des belles histoires extraordinaires sur Mars ou sur les grands fonds, et puis oublier de dire aux gens comment il faut manger, ou comment ils pourraient manger en tout cas, et comment ils pourraient planter. Donc il faut peut-être avoir non seulement une valorisation de ce que c'est que la vulgarisation, mais aussi une approche de la vulgarisation qui se base plus sur les besoins de ceux qui entendent que sur les envies de dire de ceux qui racontent. Parce que, à un moment, quand on regarde les pages de vulgarisation des journaux, des grands quotidiens, il y a des choses merveilleuses, mais enfin, après, quand on a refermé le journal, on va acheter sa bouffe industrielle sans se rendre compte qu'il y a des informations qui ne sont pas dans le journal qui disent que c'est pas celle-là qu'il faut acheter. Donc, je reviens à ça. Effectivement, on pourrait optimiser la quantité de vulgarisation. Et puis aussi former les plus jeunes à être capables d'entendre ces messages-là. Et du coup, aussi bien dans la voie professionnelle que comme simple consommateur, il serait plus à même de chercher une information ou d'entendre une information pertinente. Je m'explique, on vit dans un pays où les formations au vivant, et notamment au végétal, c'est rien au primaire, c'est 1 heure par semaine dans le secondaire, ça va pas, quoi. Sachant que tout ça, ça doit vous permettre, alors de toute urgence, une sexualité correcte, une santé correcte, une alimentation correcte, ça c'est l'urgence. Après, ça doit vous permettre de savoir faire des choix de consommateurs, faire des choix d'aménagement, faire des choix de jardinage et d'horticulture,
des choix d'endroits où vous passez vos vacances et quand vous passez vos vacances, des choix sur l'utilisation de l'eau, des choix sur les conséquences climatiques. Vous y êtes 1 heure par semaine pour ça? Ça ne peut pas marcher et d'ailleurs, ça ne marche pas. Donc, effectivement, il faut tous qu'on se prenne par la main et qu'on se dise que notre lien au vivant, il est impactant. Il existe, tant qu'on ne le gère pas, il n'y a que des mauvaises nouvelles qui arrivent. Et que par contre, il y a, en comprenant comment ça marche, des solutions à trouver. Par exemple, dans les sols pour gérer le manque d'eau, dans le choix des plantes pour gérer un climat différent. Et ça, c'est vraiment important, c'est cette idée qu'on est tous hors sol. Donc, quand, au sens strict, c'est-à-dire qu'en réalité, quand vous diffusez de l'information, il n'y a personne qui veut l'écouter. Si ça, il n'y a pas grand monde en tout cas, mais c'est pas assez injuste de reprocher ça à ceux qui sont venus. Non, c'est pas eux qui l'approchent. Mais le fait est que regardez ce que drainent des artistes du showbiz comme public et regardez ce que drainent les scientifiques dont les contributions sont les plus courues. On est à l'inverse de fréquentation de la pertinence pour changer d'espoir de vie en bonne santé. Est-ce qu'on a envie de changer de société ? Jamais, bien sûr, parce qu'on n'a pas envie trop de changer. Mais surtout, les outils pour avoir une motivation positive de le faire n'existent pas dans la formation initiale, non plus. Alors, c'est facile de dire qu'on changera tout en enseignant mieux. On pourrait déjà faire ça un petit peu. Et notamment, justement, d'avoir un lien au végétal qui permet plus de comprendre ce que c'est. Parce que tous les gens ont remarqué qu'il faisait frais sous un arbre, mais peu de gens ont compris que c'était lié au flux de sève et à l'évaporation de l'eau dans les feuilles. Et en particulier, j'ai quand même des collègues qui n'ont pas compris que la plante exploite la lumière solaire de 2 façons différentes, et par la photosynthèse et par l'évaporation. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, notre capacité à prendre en charge notre environnement et à s'expliquer des choses ou à observer des choses, elle atteint des degrés élevés, puisque même à l'intérieur de certaines spécialités, les gens qui sont censés parler du vivant, il y a des gens qui ne comprennent pas exactement ce que d'autres ont compris. Ça veut dire qu'on a même à l'intérieur du groupe scientifique du mal à faire percoler l'information. Moi, j'ai des collègues qui sont sur la physiologie végétale qui ont été étonnés de réaliser pourquoi effectivement il faisait frais sous des arbres en été. Et ça reste un bon succès comme exposé général en introduction d'un congrès scientifique de biologie végétale. Cette circulation de l'information, on peut reprocher aux scientifiques de ne pas la faire circuler bien, mais il faut aussi reprocher à la formation de ne pas préparer le public à aller la chercher, jusque dans des filières spécialisées. Et alors, est-ce que, je vais revenir à des choses plus terre à terre, est-ce que, puisque sous un arbre il fait frais, est-ce que quand on met des plantes qui ne sont pas des arbres, on peut obtenir autant de fraîcheur? C'est l'exposé que vous avez expliqué tout à l'heure sur l'évaporation. Dès lors que la plante va évaporer, on va avoir un petit peu de fraîcheur. Après, il y a l'ombre. Donc, de toute façon, si... un arbre fait de l'ombre par principe, donc on a le rayonnement tout simplement du soleil qu'on n'a pas. Eh bien, on va avoir, moi c'est mon métier de faire de produire des plantes grimpantes, typiquement. Les lianes sont par nature, ce sont des plantes qui poussent dans la forêt au pied des arbres et se servent des arbres comme support pour aller chercher la lumière. Et du coup, ça les incite à aller, à monter le plus haut possible. Et ce sont des plantes qui, dans la ville notamment, où des fois on n'a pas toujours beaucoup de place, qui sont parfaites parce qu'elles vont aussi avoir une vraie souplesse pour prendre des formes toutes particulières. Mais il y a plein d'autres manières d'arriver à faire de la fraîcheur que d'utiliser strictement l'arbre. Mais oui, parce que et c'est ça qui est passionnant, j'ai envie de dire. Tout le monde parle des arbres, mais la plupart des gens ont des petits jardins et pas nécessairement la possibilité d'y planter des arbres. Et puis la contrainte, l'une des problématiques de l'arbre en ville, c'est quand même... C'est vrai qu'on lui soumet une contrainte qui est quand même absolument folle en termes de système racinaire, parce que on ne voit que sous nos pieds, mais en fait, il y en a bien plus dans le sol, et on lui demande alors je ne sais pas comment ça se passe à Paris, mais je me dis entre tous les réseaux qui passent, un métro entre deux, je ne sais quoi, le pauvre. Et c'est là où cette diversité botanique, elle est super intéressante, c'est qu'il y a des plantes qui sont adaptées, en fait, qui vont être mieux adaptées à ces contraintes-là, parce que le système racinaire va être bien moins important, parce que elles vont bien mieux résister aux contraintes qu'on leur soumet aujourd'hui. Et c'est aussi tout le côté passionnant, en fait, là, pour le coup, de notre métier, de se dire qu'il y a
la nature, elle nous offre quand même un truc, des choses quand même, quelque chose d'absolument incroyable. Déjà, le fonctionnement d'une plante, là, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est déjà quelque chose de complètement incroyable et fascinant. On fait l'IA aujourd'hui, mais la plante, elle nous a pas attendu, quoi. C'est incroyablement magique et complexe, ce fonctionnement. Et non seulement on a cette plante, mais en plus, on a la diversité qui s'associe à ce vivant-là. Et voilà, je pense qu'on peut trouver plein de réponses pour ne pas, sans rentrer dans la monoculture de cactus pour essayer de trouver, d'accompagner les problématiques de réchauffement climatique. Pour répondre à la question aussi sur cette histoire de rafraîchissement, est-ce que de l'herbe, une pelouse rafraîchit autant qu'un arbre? En fait, plus il y a de feuilles, plus il y a d'évaporation, plus ça rafraîchit. Et donc, effectivement, un buisson rafraîchit plus que de l'herbe, une forêt ou un arbre rafraîchit plus qu'un buisson. Après, on a ce qu'on peut. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que les arbres disparaissent quand il y a moins de... Enfin, les arbres groupés en forêt disparaissent quand il y a moins de 600 mm d'eau par an. C'est qu'ils ont de gros besoins d'évaporation. Et ça, c'est symétrique au fait que ce sont des gros rafraîchisseurs. Alors, justement, là, je vais voir les platanes qui sont dehors. Quand on les voit, là, ces platanes, ils sortent d'un tout petit rond dans le sol. Et ça ne marche pas, ça, parce que justement, là, l'eau ne rentre pas dans le sol. C'est un tout petit rond avec des grilles. Alors, c'est injuste d'ailleurs de faire ce reproche à Paris, parce qu'à Paris, il y a eu une politique d'ouverture du bitume autour des arbres. C'est vraiment important pour que l'eau rentre. C'est bien, vous l'aurez évaporé, mais si l'eau ne rentre pas... C'est-à-dire qu'elle évapore. Mais là, ce qui s'est passé à Paris est assez symptomatique du fait qu'on ne peut pas faire sans les gens et que les gens, ils ne sont pas formés pour faire. Ce qui s'est passé, c'est que personne n'a pris en main, alors que c'était ouvert aux riverains, personne n'a pris en main de planter, sauf ponctuellement. Ici et là, il y a des gens, effectivement, puisque c'était autorisé, qui ont pris en main de planter, d'entretenir un petit peu le bas des arbres. Donc finalement, rapidement, on a eu une espèce de végétation qu'on qualifie de pas belle. Bon, techniquement, elle était très bien, mais c'est vrai qu'esthétiquement, en fin de saison, elle n'est pas très belle. Et les gens ont dit, voilà, c'est encore une idée à Hidalgo. Et donc, on est revenu sur les réflexes habituels de taper sur les victimes habituelles. Bon, et alors on en pense qu'on veut, mais le truc, c'est que surtout, c'était une très bonne idée. Mais si elle n'est pas prise en main par les gens, et ça, on revient au déficit de formation, il aurait sans doute fallu faire plus de com, plus de formation, ça ne marche pas. Et à travers cet exemple, on peut conclure à la fois que c'est bien d'ouvrir le bitume, mais que d'une façon générale, on est limité par la façon dont les gens s'emparent du vivant comme d'une solution. Et là, on parle d'arrêter cette histoire-là et de refermer un peu plus le bitume autour des troncs, ce qui est vraiment pas ce qu'il faut faire, parce que les arbres, ils vont avoir de plus en plus soif. Et les arbres qu'on a à Paris, par exemple, ils vont supporter l'augmentation des températures? Alors, une bonne partie, non, en fait, parce que principalement, ce ne sera pas forcément le manque d'eau qui va leur poser problème, c'est l'arrivée de pathogènes, en fait. On a globalement, on a des palettes végétales en ville qui étaient globalement assez monospécifiques, peu diversifiées. Et du coup, forcément, lorsque vous avez ce type de problématique-là et le réchauffement climatique générant évidemment aussi beaucoup plus de pathogènes, le risque de voir décimer des végétaux, des arbres, est d'autant plus important que dans un contexte où on va travailler vraiment une palette végétale la plus large possible et du coup limiter ce risque-là. Mais je voulais rebondir là, sur ce que vous expliquez en termes d'approche de la science. Je crois que j'ai un petit peu l'impression en fait qu'on appréhende le vivant d'une manière générale, un petit peu comme on appréhende les langues à l'école. On les appréhende dans un livre en écoutant et on ne le vit pas. Et je pense que c'est bien là sans doute en vivant les choses, en les expérimentant, en étant en relation avec, on apprend énormément. Et je pense que le contact avec le vivant est essentiel pour le comprendre et pour avoir aussi envie de se rassurer, de se donner le droit d'essayer, de se dire que oui, la question de la main verte, c'est ubuesque. On est des êtres vivants, c'est juste qu'on ne le comprend plus. Et donc, on ne le comprend plus, on en a peur. Et c'est de cette manière-là qu'on n'ose plus, on n'ose plus planter parce qu'on va se planter, c'est le cas de le dire.
et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement dangereux aujourd'hui. Et le fait d'expérimenter, de se rapproprier, de se connecter à la matière, je pense que c'est l'une des clés pour pouvoir faire en sorte de se réapproprier ces enjeux-là. Ouais, ça, je suis bien d'accord, hein. Et notamment dans les petites classes, sortir pour juste voir, toucher, sentir, établir un lien sensoriel et donc un lien d'intérêt qui sera ensuite éventuellement un bon terreau pour poser des questions sur comment ça marche et comment utiliser ou comment protéger. C'est vraiment important. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour sortir. Et j'ai moi-même mis dans le programme de seconde la recommandation forte d'une excursion d'année pour emmener la classe dans un site de production alimentaire, exploitation agricole, maraîchage, etc. etc. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez 1 heure par semaine, si vous emmenez les gamins pendant 4 heures hors du lycée, 4 heures c'est le minimum. Et si jamais vous trouvez l'argent pour le payer le bus, comme vous avez pris 3 heures à des collègues, vous ne revoyez plus pendant 1 mois. Parce que vous remboursez les heures après. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la nature en boîte. Et en plus, là, les heures de TP en ce moment, il faut le savoir, ça, les heures de TP en 5e sont en train d'être supprimées, remises en classe entière. Donc là, plus de TP, plus d'observation, pour faire du soutien de mathématiques. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est que le peu de contact avec le réel que permettaient des séances de TP où on dépiotait des fleurs ou des choses comme ça, c'est remplacé par des heures de soutien de mathématiques. Et après, on passe en classe entière pour la... Voilà, on peut voir des PowerPoint à la rigueur. Ça va mal, hein. Parce qu'en fait, tout ce qu'on dit là, en fait, nos impôts ne sont pas en train de faire les générations qui pourront attendre. On dit. Alors que c'est l'urgence, on l'a dit. Vous avez des questions? Bonjour, merci. Moi je suis assez touché, on va dire, par ce qui a été dit, parce que je suis professeur en fait de physique-chimie et même moi quand j'ai parlé aux inspecteurs de faire plus d'écologie, en fait, ils disent en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que vous faites le programme. Mais en gros, ils ne questionnent pas du tout le programme, quoi, savoir comment on réagence les choses pour répondre aux enjeux, quoi. Donc après, c'est sûr que, moi, je trouve ça pas trop terrible, quoi. Et donc, en fait, on ne va pas former les profs non plus. Enfin, on ne va pas se former à changer les choses, quoi, en fait. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Donc, c'est pour ça qu'on est assez loin, à mon avis, du compte, quoi. Voilà. Alors après, j'avais des petites questions ponctuelles sur l'histoire des parasites. Est-ce qu'on peut, avant que vous posiez votre question, répondre là-dessus? Moi, quand j'ai été dans les commissions de programme, il n'y en a pas une depuis 30 ans où je ne me sois introduit, pour les SVT, pour les sciences vivantes. J'ai fortement plaidé en faveur de points d'interdisciplinarité, c'est-à-dire que le programme de chaque discipline devrait contenir chaque année 2 ou 3 thèmes où on doit échanger avec une autre discipline. Et je voudrais insister là-dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé de capillarité d'une façon qui a dû vous faire bien sourire. En plus, vous avez dû voir le biais avec l'hydrophilie du coton qui fait que si le café monte, c'est pas que là. Donc vous avez dû sourire, mais vous voyez qu'en fait, on ne peut pas parler d'objets biologiques sans convoquer des concepts physiques. Et c'est vraiment con que y en a un qui explique la capillarité dans un coin et l'autre qui explique la rétention de l'eau dans le sol, pas ou même pas la même année et sans faire de lien. Et puis avec un vocabulaire, quand c'est le prof de bio qui le fait, qui ne doit pas être de nature à aider à recoller avec la capillarité du physicien. En gros, voilà, il y a un besoin d'interdisciplinarité parce que c'est clair que c'est pas la biologie qui sauvera le monde. Ce qui sauvera le monde, c'est de évoquer plusieurs disciplines autour d'un objet. Ouais, puis il y a besoin d'approche systémique, quoi, parce que sans ça, on n'a pas d'approche systémique. Et en plus, même en fait, quand je regarde, même dans les programmes, des fois, il y a des erreurs. Par exemple, ils ont introduit dans le programme de terminale enseignement scientifique, ils ont fait un peu de physique, soi-disant, avec le bilan thermique de la Terre pour comprendre le changement climatique. Et donc, par exemple, le forçage radiatif, il n'est pas bien défini, quoi. Enfin, il y a des notions et en plus, il y a d'autres choses qui sont un peu bizarres. C'est que ils demandent d'enseigner l'empreinte carbone sans enseigner le budget carbone. Bon, je ne vais pas faire un cours, mais du coup, c'est pas très, très cohérent, quoi. Il y a des trucs qui ne sont pas cohérents, en fait.
Et bon, voilà. Mais donc, en fait, cette approche systémique, moi, je trouve que c'est ça qui serait essentiel, en fait, dans l'enseignement en général, et un enseignement scientifique qui soit vraiment systémique. Mais comme moi, j'ai l'impression qu'on ne nous a pas enseigné ça, que voilà, les inspecteurs, ils n'ont pas forcément non plus cette culture-là, bah, voilà, tant qu'il n'y a pas cette culture scientifique, qui est culture systémique, qui est développée, et ben en fait, voilà, les gens, ils manquent de points de repère, et même en haut, ils manquent de points de repère, quoi, en fait, en réalité. Parce qu'il faut les construire, les points de repère, c'est pas un truc qui se fait tout seul, quoi. Voilà, donc peut-être des stages d'été pour tout le monde, quoi, ça serait une idée, quoi, enfin, voilà. Oui, je pense qu'il n'y a rien de mieux de partir dans un espace, voilà, un espace naturel, et puis ne serait-ce que de passer la journée, je pense qu'on appréhende une quantité de notions interdisciplinaires qui est absolument incroyable. Et je disais, voilà, les maths ou la SVT, ne serait-ce que de faire des relevés entomologiques, on peut faire des statistiques derrière, on peut faire énormément de choses. Et enfin, l'interdisciplinarité, elle est complètement possible avec le vivant. Et c'est une approche systémique qu'il faut intégrer. Donc, l'enseigner et la pratiquer de cette manière-là. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure la question de le vivre, d'expérimenter, de toucher, avoir un espace de terre, un espace vivant à proximité de chez soi, ne serait-ce que de pouvoir l'observer, de comprendre. On intègre de toute façon, forcément tout de suite cette notion systémique, parce qu'on comprend bien que oui, il pleut, ça pousse, qu'a priori dans le sol, eh bien selon comment on va agir sur le sol, ça va générer des réactions différentes. Mais on voit bien que c'est un système, et si on ne l'appréhende pas et on ne l'expérimente pas, on ne le vit pas, on ne peut pas l'apprendre. Enfin, c'est difficile de l'apprendre dans un bouquin, dans des cours silotés de sciences, physique, maths. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ok, ouais. Moi je pense qu'il y a les deux aspects, l'aspect systémique dont vous parlez, et puis il y a l'aspect systémique aussi sur les grands enjeux aussi du climat et tout, et qui peut aussi se faire dans les livres et en théorie, quoi. Je pense qu'il y a ces deux trucs-là, mais ouais, alors donc les petites questions, il y a des questions sur les parasites de la pomme de terre, des raisins. J'aimerais bien revenir là-dessus parce que j'ai pas super bien compris ce qui s'était passé historiquement, pourquoi le mildiou il avait attaqué, pourquoi les raisins, etc. Après, il y a un moment où Marc-André Sellos, vous avez parlé du plan de gouvernement, et ça, j'ai pas non plus compris. Plan O. C'était quand on avait parlé de 1% de matière organique, 10 mm d'eau, puis après on avait parlé... C'est le plan O que vous pouvez charger sur Internet, qui est censé nous sauver du manque d'eau. Ok, donc c'est lui qui est pas du tout... qui prend pas en compte le sol, quoi, c'est ça? Si je prends pas en compte l'endroit où tombe l'eau. Ok. C'est con. Ok, et on gère un peu la... Ouais, et j'avais une autre remarque, c'était par rapport... Alors c'est plus une remarque, c'est par rapport aux 4 degrés, parce que une fois justement j'avais été à l'Académie du climat, et il y avait un débat, etc. Puis il y avait un sénateur qui était là, c'était un truc sur l'adaptation. Et il y avait un sénateur qui était là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en fait, il disait, oui, alors moi j'ai pris conscience qu'il y allait avoir plus 4 degrés, grosso modo, enfin en gros, et que il fallait avoir ça en tête, c'est plus 4 degrés. Et c'est vrai que j'étais le seul dans la salle. À réagir et à dire mais non, mais c'est pas possible de réfléchir comme ça, sachant que c'est un peu la catastrophe, les plus 4 degrés, quoi. Voilà. Et en fait, donc moi je suis content que vous disiez exactement l'inverse, c'est qu'il faut absolument avoir un choc et avoir des objectifs plus cohérents, mais apparemment le problème c'est que si ces messages-là ils sont passés dans les gouvernements et que finalement on se met à penser comme ça et à se dire, bon, de toute façon, ça va être plus 4 degrés, du coup, on continue comme l'an 40, quoi. Donc, c'est un peu un problème, quoi. Bon, je m'arrête, c'est avec moi. Peut-être juste sur les maladies. Donc, en fait, beaucoup de problèmes de maladies sont liés à des introductions. Alors, premier cas d'introduction le plus fréquent, c'est on a une maladie qui atteint des espèces d'Amérique ou d'Asie, mais ces espèces sont de proches parents chez nous. Et ces maladies, des fois, sont capables de passer à ses proches parents. Mais alors que dans la zone d'origine, il y a une sélection qui fait qu'il n'est resté que les individus qui, même s'ils sont malades, ils ne morflent pas trop, ils sont peu sensibles, voire résistants,
chez nous, on trouve une population naïve. Alors, des fois, en fait, il faut bien comprendre que des fois, le parasite ne s'installe pas. Des fois, il s'installe, ça fait quelques petits trucs, ça fait rien. Puis des fois, il s'installe et en fait, il est capable de tout manger. C'est ce qui s'est passé avec le phylloxéra, qui est un insecte parasite de la vigne. C'est ce qui s'est passé avec le mildiou de la vigne. C'est ce qui s'est passé avec l'oïdium de la vigne. Ce sont des maladies de vigne américaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de faire des hybrides. Enfin, on en a fait depuis longtemps. Mais ils étaient de mauvaise qualité pour le pinard. On ne les a pas plantés, mais on fait maintenant des hybrides qui sont résistants. C'est-à-dire qui sont des vignes de chez nous avec quelques gènes venus. Ce n'est pas des transgènes, hein, c'est des croisements où on fait un hybride au départ, puis on recroise par de la vigne européenne. Et à la fin, on a 2 à 3% de gènes américains là-dedans. Mais dans ces 2 à 3% de gènes, il y a des résistances à l'oïdium et au mildiou. Donc, l'idée, c'est que le premier type de maladie, et la solution, c'est souvent là-bas qu'il faut aller la chercher, c'est des maladies qui sont des maladies d'espèces proches des nôtres qui sont introduites. C'est le cas aussi de la calarose du frêne, qui est venue avec le frêne de Mandchourie, un arbre qu'on a planté un peu bêtement, et pas bien, d'ailleurs avec des graines pas dans les normes réglementaires, en Pologne. Et la maladie s'est introduite et elle dévaste aujourd'hui les frênes. L'autre cas de figure, qui est un peu différent, c'est on introduit une espèce, mais il n'y a pas son parasite. Donc, on la replante, mais en fait, on ne fait pas attention à un truc, c'est qu'éventuellement, s'il y a des individus qui, par hasard, par mutation par exemple, sont devenus sensibles à la maladie, ils poussent, puisqu'il n'y a plus la maladie. Et à un moment, si la maladie arrive, elle va trouver une population qui est éventuellement beaucoup plus sensible que la population dans la patrie d'origine. C'est ainsi qu'effectivement, le milieu de la pomme de terre a trouvé des pommes de terre sans doute beaucoup plus sensibles, et qu'aujourd'hui, pour prendre un exemple forestier, je connais plus les exemples forestiers que les exemples de jardinage, désolé, mais la cécidomie du Douglas, qui est un insecte qui s'attaque au sapin de Douglas, elle trouve en Allemagne des individus qui sont beaucoup plus sensibles que dans son aire d'origine, et alors là, c'est simple, ils meurent. Alors que dans l'aire d'origine, c'est une maladie qui brime la production, mais qui ne tue pas les arbres. En Allemagne, ils meurent. Et donc, ça, c'est ce problème de ce qu'on appelle la coévolution, quoi. C'est que quand un parasite et son hôte sont depuis longtemps ensemble, si au début, l'hôte ne s'est pas débarrassé du parasite, ou bien si le parasite n'a pas tué l'autre, auquel cas il n'y a pas de coévolution, il y en a un qui a disparu. Voire les deux. Parce que des fois, le parasite, il n'a plus rien à manger. Si jamais il y a des survivants, rapidement, vous sélectionnez des choses qui vivent ensemble, sans grands dégâts. Et c'est logique évolutive. On corrompt, à la fois quand on introduit une plante qui va être débarrassée de ses parasites, ou quand on introduit un parasite qui éventuellement va pouvoir proliférer sur du matériel local. J'ajoute que ce changement climatique pose un autre problème, c'est que souvent les parasites, ils se font taper sur les doigts, notamment les parasites foliaires, ils se font taper sur les doigts en hiver parce qu'il fait froid et qu'il n'y a pas de feuilles. Mais s'il y a des feuilles plus longtemps, rappelez-vous l'automne dernier, et s'il y a moins de froidure en hiver, vous massacrez moins les œufs, les spores, les formes d'attente, et vous faites proliférer plus la maladie. En plus, on est en train de donner, avec le changement climatique, on est en train de donner des avantages aux parasites. Même locaux, ceux-là. Bonjour. Merci beaucoup pour la conférence. C'était très intéressant. Je voulais juste rebondir sur quelque chose qui a été dit plus tôt et monsieur, pendant votre question, vous avez rebondi et du coup, j'ai envie de rebondir sur la question de l'adaptation et à quel point il faut la traiter ou pas, justement. Donc, monsieur, pendant la conférence, vous avez dit que c'était vraiment complètement toxique même de réfléchir, enfin de même évoquer le sujet de l'adaptation. Je me permets de donner mon opinion parce que je trouve ça intéressant, ça enrichit le débat. Quand on a 22 ans et qu'aujourd'hui, on est déjà à presque plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle et que peut-être on va vivre, ou nos enfants vont vivre les plus 4 degrés, je pense que la question de l'adaptation, elle reste quand même fondamentale. Et j'avais lu un article fait par l'association Quota Climat qui en fait répertorie un peu les temps dans les débats publics où on parle de changement climatique, d'adaptation. En fait, l'adaptation, on en parle très peu comparé au changement climatique. Donc, c'est bien, d'un côté. Mais sauf que nous qui serons là quand il fera vraiment plus 4 degrés, je pense que c'est quand même un enjeu central de se dire oula, qu'est-ce qu'on va faire quand même. Du coup, c'était juste, je voulais rebondir là-dessus, mais je trouvais vos points de vue très intéressants aussi. Et voilà, je voulais juste donner le mien. Je ne sais pas si on pourra
rebondir ensuite. Et sinon, j'avais quand même une question. On a beaucoup parlé des jardins individuels. Et en effet, en ville, dans les zones pavillonnaires, c'est là où on a le plus grand taux de canopée, en fait. Mais aujourd'hui, les îlots de chaleur urbains sont quand même plutôt en ville très dense. Et du coup, est-ce que le levier le plus important, il serait pas quand même sur la puissance publique qui, par exemple, à Paris, en fait, personne n'a de jardin. Donc, les arbres sont justement aménagés avec des tout petits troncs, des tout petits endroits où l'eau ne peut pas s'infiltrer. Du coup, est-ce que le levier, plutôt que de réfléchir à quels arbres, quelles plantes on devrait planter dans nos jardins, ce serait pas... Et du coup, je ne sais pas comment on fait ça, ce serait pas de réfléchir à comment la puissance publique pourrait mettre en place plus de politiques de plantation et de gestion du patrimoine arboré en ville. Voilà, merci. Alors, quand je parlais tout à l'heure justement de l'implication de l'amont et de l'aval dans des transitions, oui, la puissance publique et les collectivités notamment, elles ont un vrai levier d'action dans ce sens. Parce qu'il y a la commande publique. Et donc, cette commande publique-là, ça peut être un vrai lien et un vrai entre en amont des évolutions de palettes végétales et la sécurisation d'une filière pour pouvoir permettre de les planter derrière. Donc oui, en fait, le rôle majeur, je pense, à mon niveau de ce qui est des collectivités et de la commande publique, c'est vraiment ça, c'est de permettre d'accompagner ces transitions qui ne seraient pas possibles par ailleurs. Comme avec le bio dans les cantines, par exemple. C'est tout à fait ça. Moi, je suis d'accord avec ça, mais je vous rappelle que dans un pays démocratique, les élus représentent le peuple. Et quelque part, je pense que l'indifférence ou l'insensibilité des décideurs et de la commande publique, donc, reflète un état général. J'en profite pour vous rappeler qu'il faut aller voter, d'une façon générale, parce que sinon, c'est ceux qui ne se posent pas de questions qui votent. Et c'est important. Mon propos est un propos environnemental, ne vous leurrez pas. Et pour le reste, une remarque, vous avez raison, il faut parler adaptation. D'ailleurs, moi, quand on a parlé, sur le projet de cette table ronde, je n'ai pas dit non. Mais il faut qu'un hémisphère qui pense à l'adaptation n'empêche pas l'autre hémisphère de penser à l'arrêt des conneries. C'est important parce que moi, je connais des milieux, et j'étais notamment dans un congrès sur la France à plus 4 degrés, je vous l'ai dit, où j'ai rencontré des gens qui, en fait, sont technosolutionnistes ou naïvement optimistes et qui disent « Non, mais ça va marcher. » Ça ne peut pas ne pas marcher. Et or, ça peut ne pas marcher. Je vous invite à lire Le déclin de l'Empire romain de Kyle Harper, qui a été traduit en français, puisque c'est le titre français que je vous donne. Et ce livre, l'historien montre que l'Empire romain n'est pas mort de canalisation en plomb, n'est pas mort d'invasion barbare, parce que ça faisait très longtemps qu'il arrivait des barbares, mais il y avait juste une armée qui les empêchait de rentrer, qui les faisait s'installer aux marches de l'Empire, et qui les recrutait pour empêcher des nouveaux barbares d'arriver. Ça a très bien marché jusqu'à ce qu'il y ait eu un changement climatique, plus quelques épidémies. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, on peut collapser à cause du climat. Il y a des exemples historiques. Je vous renvoie aussi à Jared Diamond, collapse. Alors, par contre, vous avez raison, il faut effectivement générer de l'espoir. C'est pour ça que c'est vraiment important qu'on discute de tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des décisions de fond sans lesquelles les solutions ne marcheront pas. Donc, il faut deux hémisphères, une qui pense à l'adaptation et l'autre qui pense à arrêter les conneries. Peut-être que pour une fille, c'est plus simple que pour un homme, mais puisqu'il paraît que vous savez mieux de vos deux hémisphères, je peux vous dire que je croise quand même beaucoup de gens qui ont un seul hémisphère fonctionnel. Alors, j'ai des questions qui ont été posées en direct parce qu'on a des gens qui nous regardent de loin. Et nous avons une première question qui est: quel recul avons-nous sur l'effet des champignons et des mycorhizes? Par rapport au changement climatique, hélas, pas grand-chose. Par contre, on sait très bien que les techniques de labour n'encouragent pas beaucoup ces champignons du sol. Ils sont filamenteux puisque c'est des champignons, et qui, pour ceux qui ne connaissent pas les mycorhizes, sont en fait ces champignons associés aux racines des plantes qui amènent la nourriture aux plantes, c'est le minéraux, l'azote, le phosphate, l'eau, en échange de sucre venu de la plante. C'est vrai que quand vous labourez, vous détruisez tout. Quand vous avez un sol nu pendant quelques temps, il n'y a personne qui nourrit les champignons, donc ils ne sont plus là, et les plantes suivantes auront à recréer, à renourrir des champignons. Elles ne vont pas hériter des filaments qui pourraient les nourrir si jamais il y avait des plantes autour ou s'il y avait eu des plantes juste avant. Donc,
les sols nus, les sols labourés, c'est pas cohérent avec ça. Après, on peut effectivement envisager d'inoculer certains champignons qui pourraient aider. Et là encore, il faut penser local, c'est-à-dire adapté au sol et adapté à la culture que l'on veut faire. Il ne faut pas aller acheter des champignons mycorhizien dans le commerce. Il y en a en vente, mais c'est souvent des trucs exotiques, il n'y a pas beaucoup de diversité, donc c'est pas forcément adapté à votre sol, pas forcément adapté à votre plante. Et puis peut-être ça peut devenir invasif des fois. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir recours, et il existe des startups qui font ça, à des boîtes qui viennent chercher les champignons de votre sol, qui les amplifient, qui vous permettent de les réinoculer. Moyennant quoi, je connais les travaux d'une startup sur le vignoble qui montre une amélioration absolument phénoménale de la tolérance à des étés secs, en renforçant les champignons adaptés à la vigne à partir de ceux qui étaient présents, en les amplifiant puis en les réintroduisant dans le sol. C'est un des outils. Mais en fait, il y a plein d'outils. Il n'y a pas que le choix des plantes, le travail du sol. Deuxième question. Avec la mode des plantes de terrain sec, va-t-on vers un jardin immobile où les plantes ne poussent quasiment plus? Alors, ces plantes de terrain sec, je ne suis pas sûre. En fait, quand ces plantes de terrain sec, on pense à celles-ci, on va penser aux succulentes et aux cactées, qui, c'est vrai, avec somme toute un petit peu d'eau, parfois quand même, des hivers aussi, parfois froids. Somme toute, elles ne sont pas toujours en super conditions pour se développer. Et puis, ce ne sont pas des plantes qui ont des végétations qui sont extrêmement importantes parce que, justement, en termes de physiologie végétale, elles ne sont pas programmées pour ça. Donc, il est fort probable, oui, c'est vrai, quand on pense à ces palettes végétales-là, on a quand même globalement des jardins qui sont peu en mouvement. Et c'est souvent, malheureusement, ce qui est recherché. C'est-à-dire que c'est des jardins sans entretien. Donc, moins ça bouge, mieux c'est. Et souvent, on a aussi le gazon synthétique qui va avec. Donc, c'est parce on peut s'adapter au climat actuel sans passer par ces jardins immobiles. Non, on va s'adapter, on passe autrement que par ces jardins immobiles. Non. On va justement, c'est tout l'enjeu, et j'espère tout l'enjeu de ce soir, c'est que, en fait, avant d'arriver à cette étape-là, alors il y a cette phase d'adaptation et une partie de notre cerveau qui doit justement essayer de s'adapter de manière la plus proche possible de ce qui est l'endroit où on est avant d'aller à ces solutions extrêmes. Oui, alors après, j'avais une dernière question, mais il me semble qu'on y a pour partie répondu sur ces quid des forêts monoclonales. La diversité n'est-elle pas nécessaire pour s'adapter au changement climatique, y compris en pépinière? En fait, la diversité, elle est nécessaire en tout. Bon, peut-être on pourra parler de l'aspect esthétique et visuel déjà, mais en fait, on sait très bien que tout un tas de processus écologiques marchent mieux quand il y a de la diversité. Même la décomposition des feuilles, par exemple, dans une forêt, ça marche beaucoup plus vite quand il y a un mélange d'espèces. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que ça relargue un peu d'azote, un peu de phosphate, la décomposition des feuilles, et puis ça nourrit des microbes qui, quand ils meurent, eux, ils font de la matière organique stable dans le sol. Donc, d'un côté, quand tant qu'ils ont vécu, ça recycle de la fertilité. En plus, après, ça fait de la matière organique stable qui va rester dans le sol durablement. Donc ça, c'est de la fixation de carbone. Et donc, j'ai cité cet exemple, on pourrait en citer plein d'autres. C'est par rapport aux pollinisateurs aussi. Quand vous avez une diversité de plantes, elles ne fleurissent pas au même moment. Par exemple, si vous avez du lierre, vous arrivez à nourrir des pollinisateurs jusqu'au début de l'hiver, puisqu'il fleurit tard. Or, on fait souvent la chasse aux lierres pour plein de raisons. Plante invasive, on dit. Plante invasive, pas bonne pour les arbres, c'est pas vrai. En fait, pour des jeunes arbres, ça les aide à pousser mieux. Parce qu'en fait, il y a toutes les parties rampantes qui vont se nourrir. La nourriture, l'azote et le phosphate montent, surtout dans les feuilles qui sont le long du tronc. Et quand ces feuilles tombent, elles tombent sur les racines de l'arbre. Quand elles se décomposent, et elles se décomposent vite, ça libère de l'azote et du phosphate. Donc le lierre, typiquement, c'est un allié, alors qu'on le prend pour un ennemi des arbres. Bon, donc, mais en revenant aux pollinisateurs, plus on a de diversité, plus on aura des pollinisateurs sur le long temps, et plus chaque plante sera pollinisée. Vous me direz, bon, peut-être que vous allez semer des graines qui ne sont pas des graines produites sur place. Ok, mais cette diversité de pollinisateurs, elle va aider aussi à polliniser des cultures autour. Je pense en particulier à des cultures de petits fruits, et peut-être même les petits fruits de votre jardin. Si vous avez des cassis ou des groseilliers, c'est intéressant qu'effectivement, il y ait des pollinisateurs en grande quantité. Ça vous maximisera votre nombre de fruits.
Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une logique où l'effondrement des populations d'insectes fait que ce qui est limitant, c'est le nombre d'insectes qui déposent du pollen. D'ailleurs, on doit être en train de parler de ça aux 20h sur la 2. Alors, bonsoir. Et déjà, merci pour la discussion qui a l'air passionnée, donc c'est toujours plaisant. Mais moi, j'avais une question qui revient un peu sur la question d'adaptabilité dont vous avez parlé. Et donc, je suis bien d'accord avec vous que l'adaptabilité n'est pas une question qu'on peut résoudre toute seule. Elle doit toujours s'accompagner évidemment de d'autres solutions, donc en interrelation, évidemment. Mais j'avais quand même une question sur l'adaptabilité, qui n'est pas vraiment une adaptabilité puisqu'elle existe depuis toujours. C'est sur la question de la biodiversité que vous avez évoquée. Parce qu'en fait, je suis agronome de formation et je voulais un peu apporter la question de la biodiversité, en particulier dans les systèmes agricoles, qui sont le lieu, puisque les agriculteurs sont, pour moi, les plus grands, ceux qui pourraient le plus façonner les paysages et les meilleurs acteurs, on va dire, de l'écologie dans le paysage. Et donc, je voulais aborder cette question-là et avoir votre avis. Enfin, j'ai le bien, mais je voulais savoir un peu plus sur ce que vous en pensez de remettre en place plus de biodiversité dans les systèmes agricoles. Et ce qui apporte une deuxième question, c'est plus sur qui est plus d'ordre de l'écologie, mais sur l'importance de la connectivité écologique et de travailler plus à une grande échelle, donc ce qui implique une grande responsabilité des pouvoirs publics sur justement vraiment avoir une meilleure connectivité entre les différents écosystèmes pour favoriser une meilleure synergie. Et voilà. Donc je voulais revenir sur, à votre avis sur ces deux questions-là. Voilà, merci. Alors, sur la partie du rôle de l'agriculteur, c'est évident qu'il y a un rôle réel de l'agriculteur, mais il est important en fait de prendre en compte cette problématique qu'aujourd'hui, et ce qui est peut-être ubuesque aussi, c'est que l'agriculteur, il a ses deux missions. Il a une mission de nourrir, mais clairement, c'est un chef d'entreprise, voilà, et qui travaille le vivant et qui travaille une terre qui est celle de tous. Et en fait, c'est cette difficulté de l'agriculteur aujourd'hui qu'il rencontre au quotidien et qui fait que ses choix sont extrêmement complexes à faire, parce que s'il fait ce choix de diversité botanique, de semences paysannes, par exemple, c'est cette diversité dont on a parlé, c'est d'y réimplanter des haies, c'est une complexité de travail, et qui sera rentable pour lui à moyen terme éventuellement. Mais la vie économique n'est pas faite comme ça. Et on demande aujourd'hui à l'agriculteur de répondre à ces enjeux-là, mais sans contrepartie ou sans... toute personne a son métier, travaille dans une entreprise pour gagner son salaire. On ne lui demande pas non plus de sauver la planète. Et pourquoi l'agriculteur aujourd'hui, on ne l'accompagne pas forcément à ça. Et il y a cette conscience que, plus ou moins selon les personnes, parce que bien sûr, il y a la diversité dans l'agriculture aussi, il y a une conscience de plus en plus vraie, parce que en plus l'agriculture, aujourd'hui, on a des preuves que on retrouve en fait des exemples et des preuves par l'exemple que ne plus labourer, travailler autrement, cultiver autrement, est générateur en fait de résilience et générateur d'une meilleure aussi performance globale de l'entreprise. Et donc on a des pratiques qui petit à petit sont amenées à évoluer. Mais c'est un système qui est extrêmement complexe, et l'agriculteur qui intègre ces problématiques-là aujourd'hui, il est complètement à contre-courant, il n'est pas accompagné dans ce sens-là. L'agriculteur aujourd'hui, il faut vous dire qu'il, en général, il va produire par exemple des céréales, d'autres il va acheter la semence à sa coopérative, il va pas se poser la question de la semence qu'il achète également ses intrants, et il va revendre sa récolte à sa coopérative. Travailler sur de la diversité botanique, c'est sortir de ces systèmes-là. À qui est-ce qu'il vend sa plante paysanne si la coopérative ne veut pas lui acheter?
parce que c'est pas normé comme il faut, parce que voilà. Et en fait, tout l'enjeu, il est là. Et c'est là où il est extrêmement ce sujet de voilà, on parle parfois d'agribashing. Je trouve que c'est quelque chose qui est fondamentalement injuste parce que l'agriculteur aujourd'hui n'a pas cette capacité à. Et à nous, en fait, justement, l'accompagnement, enfin, je pense que c'est une mission d'intérêt général qui devrait être accompagnée pour permettre d'accélérer ces transitions où fondamentalement, évidemment, on aura des agriculteurs qui sont des financiers stricts et qui n'en auront rien à faire, mais on voit aussi la frustration qui peut être la nôtre de se dire, mais l'équation, il faut quand même... J'ai 2 enfants, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut bien aussi pouvoir vivre au quotidien. Et ça, eh bien, l'équation, elle est extrêmement compliquée à conduire au quotidien. Voilà, surtout qu'il y a des agriculteurs qui ont déjà pris en main ces perspectives-là, qui labourent plus ou qui font du bio. Mais on voit très bien, à l'appui de ce que tu dis, que le bio, avec cette récession de 5 à 6% par an du marché qui est en ce moment, il n'est pas soutenu par les consommateurs. Donc voilà, c'est un vrai problème et on en vient à un problème effectivement de demande économique, de choix politique et de conscience, de prise de conscience et de volonté générale. Après, pour revenir sur le rôle de la biodiversité, il y a plein de choses. Moi, je recommande notamment un TEDx que j'ai fait pour le Salon de l'Agriculture de cette année. Alors, ce n'était pas forcément le moment où c'était le plus audible. Et aussi une tribune que j'ai écrite dans Le Monde où j'explique que comme les agriculteurs gèrent 66% de la surface du territoire, on ne fera pas l'agriculture, on ne fera pas l'écologie, on ne gérera pas le territoire sans eux, mais qu'inversement, étant donné leur état sanitaire à eux par rapport aux pesticides, qui n'améliorent pas du tout leur santé, ça on le sait bien, il y a des chiffres que je cite, cette tribune du Monde qui était parue, je crois, le 2 février par là, on leur doit aussi, on ne fera pas l'agriculture de demain sans écologie, parce qu'on leur doit d'autres outils que les outils chimiques, qui non seulement sont en train de les planter, mais en plus sont en train de planter le fonctionnement des écosystèmes qui génèrent la fertilité. Alors sur la diversité, il y a plein de choses à dire, on pourrait reparler des arbres, et on n'en a pas trop parlé d'ailleurs par rapport au climat. L'intérêt des arbres, vous allez me dire, ils évaporent beaucoup. Les arbres, c'est des haies ou des arbres à l'intérieur des parcelles. Disons globalement l'agroécologie. Cette diversification-là, elle a un intérêt, c'est que en fait, quand il fait très chaud, elle freine le vent et elle limite les mouvements convectifs qui assèchent encore plus l'air. Et donc, ça ne remplace pas l'eau, mais ça donne des stress hydriques moins prononcés sur les plantes. Voilà, c'est une solution, d'introduire des arbres dans les parcelles. Et ça, il y a aussi d'autres méthodes qui sont basées sur des cultures mélangées. Et il commence à y avoir le machinisme agricole pour ça, donc c'est tout à fait faisable. Et pour terminer sur la biodiversité, il y a aussi le mélange de variétés qui permet, en mélangeant des variétés avec des profils de résistance différentes, de freiner la propagation des maladies, de retarder le moment où on doit traiter. Donc, on traite moins. Donc, les pathogènes sont moins résistants. Donc, on traite moins. C'est merveilleux. C'est merveilleux et c'est modélisé depuis les travaux de l'INRA de Versailles des années 90. Bon, ça passe mal pour plein de raisons. La première, c'est qu'il y a des gens qui ont encore envie de vendre certains produits, donc voilà. Ça passe mal parce que dans la formation, les gens ne croient pas, de par leur formation, même les agriculteurs, que le vivant puisse être une solution. Et c'est dommage parce que, effectivement, la biodiversité, c'est une solution pour l'agriculture et c'est une voie qui ne nous éliminera pas complètement les réflexes ou les gestes technologiques ou chimiques, mais c'est une voie à composer avec les autres pour que les autres soient moins impactantes. Donc, moi, j'y crois. Et donc, ce que je raconte dans ce TEDx, qui a été fait pour le Salon de l'Agriculture. Mais au-delà de ça, je dirais que un des problèmes, c'est la formation citoyenne pour générer une envie de consommation associée, voire une volonté politique d'aider à la transition. Alors, j'ai d'autres questions qui sont arrivées. Où trouver les bons conseils pour savoir quelle plante choisir? Je crois que la proximité de gens la proximité de chez soi déjà, et la proximité de personnes qui sont en proximité de la terre. Je pense que, voilà, sans doute le producteur qui va cultiver ces végétaux, qui va être issu du terroir, je pense que c'est celui qui, à mon sens, est le plus à même de pouvoir connaître la nature du sol, connaître le climat, et puis il est là depuis longtemps,
Et je pense que c'est celui qui aura sans doute le plus de compétences pour pouvoir permettre d'apporter les conseils les plus adaptés. Ensuite, j'avais une autre question. Comment trouver des plantes qui ne soient pas des cactus et qui vont répondre à cette problématique de ne pas casser les cycles de l'eau? Eh bien, je pense que même réponse, tout simplement, d'aller en proximité. Le producteur qui produit ses végétaux sur place, déjà, bon, a priori, des cactus, je ne connais pas beaucoup des producteurs qui produisent des cactus pour des débouchés locaux, voire pas du tout. Donc oui, je pense que ce bon sens de l'observation et de la proximité, de la connaissance du terroir, du sol, du climat, je pense que c'est se connecter à. Il y a les bouquins ou Internet. Moi, j'ai cette problématique-là dans les végétaux que nous produisons. Allez expliquer la date de floraison. On peut expliquer un type de sol, mais il n'y a rien de mieux que d'être à l'endroit, de connaître ce territoire, ce sol, ce climat, pour pouvoir en faire, faire les meilleurs conseils et puis observer autour de soi. Des plantes qui vont pousser de manière plutôt harmonieuse à proximité de chez soi, c'est a priori une plante qui sera aussi adaptée, ou mieux adaptée que d'autres. Et on a des pépiniéristes partout. C'est toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui, bien moins évidemment ici qu'on va trouver en province et en campagne, c'est évident, mais et la difficulté qui est celle d'aujourd'hui, c'est que on n'est pas de plus en plus nombreux en termes de producteurs, donc c'est aussi une invitation. Au même titre que on parle du bio, c'est une invitation à aller soutenir le producteur qui s'installe, à aller soutenir le producteur de proximité. Alors évidemment, peut-être que les plantes, elles seront, et ça c'est aussi un point important, c'est que de ne pas se laisser séduire par l'esthétique de la plante ponctuelle. Une plante, c'est pas en fleurs toute l'année. Une plante, ça a des taches des fois. Une plante, c'est... Mais qu'est-ce qu'on va lui demander à cette plante? C'est que agronomiquement, elle soit robuste, elle est poussée à son temps, sans avoir été éclairée, sans avoir été chauffée, sans avoir... et d'accepter que cette plante, elle apportera en fait les services qu'on attend d'elle, cette esthétique, les fruits qu'on va pouvoir en manger, l'ombre qu'on va pouvoir attendre, on va l'avoir, mais il va falloir être un petit peu patient et ne pas focaliser sur une esthétique ponctuelle. Une plante qui est en fleurs, c'est pas une plante qui est dans un cycle physiologique d'implantation en terre. C'est pas, quand on dit, planter d'automne, ça peut paraître bête, mais oui, c'est une plante qui va être en repos végétatif, dont le système racinaire va s'implanter, qui va lui permettre au printemps de redémarrer. Et voilà, donc c'est pour ça que toujours, moi, je veux vraiment se reconnecter à ce qu'est le vivant, à ce qu'est la nature, et de se dire que, la plante a un cycle et on ne peut pas planter au mois de juillet, ou ça n'a pas une plante toute jolie avec plein de fleurs. Il y a peut-être quelque chose qui est, anormal. Le problème avec les plantes qu'avec les fruits et les légumes moches, quoi. C'est exactement la même chose. On est séduit par, et souvent la plante, on va l'acheter pour son caractère esthétique. Encore aujourd'hui, on l'intégrer une problématique de biodiversité, typiquement très très peu, une problématique d'adaptation à un climat qui change, pas forcément. En plus, on a cette problématique qu'on est amené à changer souvent de lieu d'habitation maintenant. Donc, on n'envisage pas la plantation sur un long terme. On l'envisage pour un effet plus immédiat. Et c'est donc prendre ce temps, aller voir ce producteur, accepter que la plante ne soit pas parfaite. Et c'est justement cette plante-là qu'on attend, en fait, qui n'est pas parfaite parce qu'elle n'aura pas été chauffée, éclairée, forcée pour pouvoir pousser. Combien il faut de variétés dans un jardin pour qu'on considère avoir un jardin avec une bonne biodiversité? Je pense que évidemment, ça dépend du jardin aussi et de toute taille, mais et puis on en parlait tout à l'heure, en fait. On a un grand jardin, ne serait-ce que des arbres, des pieds d'arbres, des balcons, c'est tout un écosystème, un jardin, et on ne peut pas le définir avec un nombre de plantes. Je pense que ça me paraît difficile.
pour ma part, c'est vraiment une question de diversité au maximum pour ces problématiques qu'on a pu voir de résistance, par exemple, à des pathogènes, mais aussi surtout de bol alimentaire pour la faune en place, d'habitat, qui me paraissent importants. Travailler cette diversité. Oui, puis c'est vrai que ça dépend de la taille des jardins, mais avoir des espaces en libre évolution, c'est pas mal. Avoir des espaces, sinon en libre évolution, du moins des espaces où on ne touche pas trop, qui sont connexes à justement des corridors qui relient entre eux des zones de nature spontanée, ça peut être des façons de gérer la biodiversité non quantitative, mais vraiment utile. Très bien. D'autres questions? C'est vrai que c'est pas commode en région parisienne de trouver des pépinières. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Il y en avait encore un à Meudon, mais qui a du mal. Mais donc, tout le monde va dans la distribution spécialisée donc, pour lesquels, évidemment, la plupart des producteurs sont des grands fournisseurs. Et pour moi, c'est même pas le problème de la plante moche et de la plante qui a une petite tache. C'est le problème de la plante dite horticole qui est exigée sur les cahiers des charges, que ce soit de la GSA ou de la distribution type jardinerie, où effectivement, le rosier, il faut qu'il soit poussé. Il faut qu'il soit en fleurs au mois de fin avril. Toutes les plantes doivent être très poussées. Et c'est vrai que le rôle séduction, ça a été soulevé tout à l'heure. Mais je crois que la première chose, et ça revient également à un propos liminaire que vous avez eu tout à l'heure, c'est de dire, finalement, on n'a pas d'information, mais ça c'est très clair, mais on la trouve où l'information? Parce qu'une liste de plantes, ça je veux encore bien qu'on la trouve, mais la plupart des gens, et j'en veux encore 2 exemples, je suis allé à Chantilly, à Chédigny, voir les producteurs de roses, il n'y en avait qu'un seul sur le lot, je ne dirais pas lequel, il y en avait 2 différents qui avaient des rosiers sans fleurs. Entre le 15 mai et la fête des mères, c'était quasiment suicidaire. Sauf qu'après, les rosiers étaient dans le jardin et pas chez le vendeur. Effectivement, ce qui est assez triste, c'est de constater que, oui, le phénomène séduction, il est essentiel et que par rapport à la distribution, c'est un critère, à part le prix, qui doit être probablement encore fondamental. Une petite expérience dans ce monde-là. Mais voilà, ça me sidère et c'est vrai que tout le monde dit, bah oui, c'est ça que je veux, c'est beau tout de suite. Alors que c'est l'investissement jardin, on est dans le temps long, on n'est pas dans l'immédiat, quoi. Oui, mais c'est là on a des entreprises avec une question d'offre et de demande. Et c'est là, quand je parlais vraiment de cette frustration de l'agriculteur au sens large, alors pas de l'ensemble, mais de plus en plus aujourd'hui, de voir cette incohérence et d'être démuni face à cette incohérence. Le constat, il est le même, mais aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique, elle est clairement cette demande. Donc, c'est le jardinier, c'est le citoyen qui doit appréhender les choses autrement. Mais tant qu'il continuera, lui, à l'appréhender de cette manière-là, on ne peut pas demander à la jardinerie et en amont aux producteurs de proposer une offre qui répond à des enjeux dont tout le monde se fiche, tout simplement. Et ça recoupe l'absence de perception des saisons. Par exemple, on a complètement oublié que les œufs étaient un produit saisonnier. Hein. Les œufs de Pâques, c'est pas pour rien. C'est le moment où il y avait des œufs, quoi. Il n'y avait pas le reste de l'année. Il y a même encore dans le sud de la France des traditions d'omelettes de Pâques. Personne ne réalise que c'est parce que normalement les œufs, c'était... Enfin non. Donc, on a perdu la saisonnalité aussi, et ça dans les gestes de consommation alimentaire, ça pose problème. Et c'est tout un imaginaire à reconstituer. Notamment, et ça alors, c'est aussi, ça va plus que dans l'imaginaire, le plaisir de l'attente. La patience. C'est pas le plaisir de l'attente, mais c'est la construction du désir. On a attendu. Oui. C'est la construction du désir. Exactement. D'autres questions? Moi, c'est plus une remarque qu'une question. C'est que je pense je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire aussi sur cette problématique de l'eau par rapport au cycle de l'eau. Par exemple, j'avais vu un documentaire une fois sur Arte sur la désertification qui était liée aux pratiques agricoles. Ce que j'ai aussi vu récemment, c'est que
les forêts aussi pouvaient en quelque sorte créer des dépressions et donc amener l'eau des océans, etc. Enfin, je pense qu'il y a énormément d'idées qui peuvent être aussi mises en œuvre pour aussi reconstituer les nappes phréatiques. De manière, il y a peut-être moyen d'avoir plus d'eau en la retenant, mais pas en la retenant dans des barrages, mais en la retenant de manière à ce qu'elle s'infiltre dans le sol, qu'elle recharge les nappes, etc. Moi, j'avais vu un permaculteur qui avait fait un livre spécialement, enfin presque spécialement là-dessus. C'était Sepp Holzer qui a écrit un livre qui s'appelait Désert ou Paradis et qui expliquait un certain nombre de techniques qui permettaient donc de faire en sorte que l'eau soit là et donc que les plantes poussent, quoi. Voilà. Je sais pas si c'était pour parler de ça, quoi. Je pense que c'est des idées qui peuvent être intéressantes. Je sais pas si ce que vous en pensez. Ça rappelle les idées que propage Charlène de Collonges sur l'hydrologie régénératrice. Charlène de Collonges, elle a tout un tas de conférences qu'on peut trouver sur Internet, où elle défend effectivement ces approches. Certains parlent de cultiver l'eau. Bon, c'est peut-être un peu abusif comme terme, mais c'est sûr que l'eau, ça se gère par des gestes d'aménagement. Bien, si vous n'avez plus de questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Pardon. Je vous remercie. On va remercier également l'Académie du climat qui nous accueille, la JJH, qui est l'association des journalistes du jardin et de l'horticulture, et Hortus Focus, qui sont donc organisateurs de cette soirée. Voilà. Pour ceux de vos amis qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, n'hésitez pas à leur dire qu'on peut nous retrouver sur la chaîne YouTube d'Hortus Focus. Et notre prochain rendez-vous, c'est le 23 septembre. Merci. Merci. Thank you.